Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une fin de mois agitée sur les marchés. Vous l'aurez sans doute constaté de vous-même si vous suivez l'actualité boursière au quotidien ou de manière régulière. Oui, les dernières séances ont été un peu agitées, mais au final, le CAC 40 clôture juste au-delà des 5700 points ce soir. Le mois de février qui se termine aujourd'hui sur le plan boursier, c'est la dernière séance du mois, aura été un mois positif pour les actions européennes qui s'en sortent mieux que Wall Street sur ces dernières semaines, avec aujourd'hui encore quelques résultats qui ont animé cette séance. On pourra noter la très belle réaction de marché après la publication de Téléperformance qui s'est envolée tout au long de la séance et qui signe ce soir la plus forte hausse du CAC 40. Nicolas Pagnès sera avec nous dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct pour vous apporter toutes les infos clés du jour sur les marchés après la clôture en Europe. Des marchés perturbés par la remontée et la vitesse de remontée des rendements obligataires. Ça part des États-Unis, mais ça se diffuse à travers le monde. Les taux qui deviennent peut-être même un sujet de discorde entre banquiers centraux. Ceux qui pensent qu'il faut laisser faire les forces de marché, car la reprise est à venir. Elle sera très forte. Aux États-Unis, c'est une certitude aujourd'hui, avec un plan de 1900 milliards qui va bel et bien être délivré par le Congrès américain et l'administration de Joe Biden. On attend un premier vote à la Chambre des représentants aujourd'hui sur ce plan de soutien de 1900 milliards de dollars. Et puis d'autres banquiers centraux en Europe notamment qui estiment que non, les taux remontent beaucoup trop vite sur la partie européenne et ne sont pas le reflet d'une confiance dans les perspectives économiques. Évidemment, il y a des divergences de perspectives économiques aujourd'hui des deux côtés de l'Atlantique. C'est un sujet important pour les investisseurs. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi soir, vous le savez, c'est la leçon de trading. Comment investir sur le CAC 40? Quels produits utiliser? Quelles enveloppes privilégiées? On en parlera avec Christian Sanson qui sera avec nous à partir de 19h15 en direct, le responsable des formations de Bourse Direct. Une fin de mois dans le rouge pour les marchés européens, mais un mois qui aura été toutefois positif pour le CAC 40. Le résumé complet de cette séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance marquée toujours par la hausse des rendements obligataires aux États-Unis. L'indice parisien qui perd 1,39% ce soir à 5703 points. L'indice parisien qui perd également sur la semaine 1,22%. La flambée des rendements obligataires aux États-Unis continue d'inquiéter les investisseurs avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,51% après un pic à 1,6% atteint dans la soirée d'hier. Les marchés actions américains et européens qui font face à de grands dégagements malgré les prises de parole rassurantes des banques centrales. La BCE a en effet annoncé à 2 reprises suivre de près les poussées des rendements obligataires, tandis que la Fed veut, elle, y voir des anticipations de la reprise économique plutôt que des craintes inflationnistes. Il n'en reste pas moins qu'avec des rendements qui augmentent, les obligations réputées plus sûres viennent concurrencer les actions réputées plus risquées. Le journal Investir note d'ailleurs que la moyenne des dividendes du S&P 500 est aux alentours de 1,47%, soit légèrement en dessous des rendements obligataires américains à 10 ans actuellement. La Banque centrale australienne a de son côté annoncé des rachats d'emprunts surprises de 2 milliards de dollars ce matin pour tenter de freiner le phénomène. Et au-delà des rendements obligataires, les investisseurs qui ont suivi aujourd'hui les discussions en matière de plan de relance aux États-Unis qui ont repris depuis hier à la Chambre des représentants. Un vote devrait même se tenir dans la soirée, un vote de réconciliation budgétaire qui pourrait permettre aux démocrates de n'obtenir qu'une majorité simple dans chacune des deux chambres pour voir le plan de relance adopté. Seule complication, selon le conseiller juridique du Sénat, l'augmentation du salaire minimum qui fait partie des mesures voulues dans le plan de relance de 1900 milliards de dollars ne pourrait être adoptée à une majorité simple car la mesure n'est pas directement liée au budget. Côté statistique qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent, le PIB de la France tout d'abord recule de 8,2% en 2020 à cause de la crise sanitaire. La consommation des ménages recule de son côté de 4,6% sur le mois de janvier après l'envolée de 22% en décembre.
Un recul qui s'explique par les mesures de restriction, mais également par le décalage de la période des soldes. Les prix à la consommation ont augmenté de leur côté de 0,4% sur un an au mois de février. Une inflation qui fait suite à celle de 0,6% au mois de janvier. Aux États-Unis, à présent, les revenus des ménages progressent, eux, de 10% au mois de janvier. Leurs dépenses qui, elles, s'apprécient légèrement et gagnent 2,4%. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la Bourse de Paris, Téléperformance signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 23% au quatrième trimestre 2020, portant la croissance annuelle du groupe à 11,6%. Une croissance supérieure aux attentes qui permet au groupe d'afficher son optimisme pour 2021, visant une croissance organique d'au moins 9%. Téléperformance qui versera un dividende de 2,40 € au titre de son exercice 2020. Saint-Gobain qui est également très entouré après avoir publié une croissance de chiffre d'affaires de près de 5% au second semestre 2020, lui permettant de limiter son repli à 4% sur l'année. Le groupe se félicite également de sa bonne situation financière et envisage une augmentation de son bénéfice d'exploitation cette année. Saint-Gobain qui en profite pour annoncer le départ de son PDG cet été. Engie annonce de ce côté une perte nette de 1,5 milliard d'euros en 2020 à cause notamment d'une dépréciation de ses actifs nucléaires en Belgique à hauteur de près de 3 milliards d'euros. Engie qui vise cependant une amélioration significative de son activité pour l'année en cours. Et on finit avec Suez qui annonce une perte nette de 220 millions d'euros mais qui constate un redémarrage de son activité au second semestre. Suez qui en profite pour réitérer que l'offre de Veolia n'est pas acceptable. Son conseil d'administration a en effet voté à l'unanimité contre le projet d'OPA. Veolia qui proposait une OPA à 18 € par action Suez. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI en France, en Allemagne et en zone euro, ainsi que de l'indice ISM aux États-Unis pour le mois de février. Côté entreprise, les publications reprendront ce mercredi seulement avec notamment Stellantis et Vivendi qui publieront leurs résultats annuels. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gustavo Orenstein est avec nous ce soir, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Bienvenue. Zakaria Darwish nous accompagne également. Bonsoir Zakaria. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes gérant taux et crédit chez CPR Asset Management. Et à distance avec nous, en visio, Stéphane Barbier de la Serre, stratégiste global macro chez Macor Capital Markets, par téléphone précisément. Bonsoir Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en visio, à distance, pardon. Les taux sont au cœur de tout, évidemment, c'est le sujet du moment. Les taux, visiblement, ont quelque chose à nous dire, Zakaria. Le marché obligataire a quelque chose à nous dire. Je ne sais pas, le mouvement de taux hier a été visiblement quand même impressionnant sur le marché américain en l'occurrence. Le mouvement d'hier était particulier. On a eu une hausse des taux sur toute la période récente qui était principalement alimentée par des perspectives ou des anticipations d'inflation qui sont plus élevées. Mais le mouvement des taux sur les récentes séances s'est fait uniquement sur cette partie des taux réels. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que les banquiers centraux sont challengés dans leur discours, dans leur indication d'anticipation de politique monétaire. Ça met un peu en doute et ça met un peu en cause la crédibilité des banquiers centraux parce qu'ils nous disent qu'ils vont garder une politique monétaire qui est hyper expansionniste sur une période très longue. Les marchés financiers, avec cette hausse des taux, nous disent que éventuellement, les banquiers centraux seront obligés de changer de fusil d'épaule plus tôt que prévu. Ouais. Comment on explique, parce qu'il faut raconter quand même, cette semaine, Jérôme Powell s'est exprimé 2 fois devant la représentation nationale américaine. Il a eu du temps de parole quand même pour faire passer son message, pour expliquer les choses. Parmi les déclarations qu'il a pu faire, quand on l'interroge sur le niveau des taux américains cette semaine, on était à 1,35 en début de semaine, on est autour de 1,50 là en fin de semaine. Il semble assez confortable avec la remontée qu'il observe lui aussi évidemment des taux américains. Il dit que c'est une déclaration de confiance dans les perspectives économiques qui, oui,
sont amenés à s'améliorer un peu plus tard cette année, même s'il faut encore des améliorations substantielles pour que la Fed, à un moment, envisage de changer le réglage de sa politique monétaire. Mais on a l'impression qu'en disant ça, il conforte quand même les marchés dans l'idée que, oui, c'est le bon sens. C'est le bon trade à avoir aujourd'hui, c'est-à-dire jouer la pente et la remontée des taux longs américains. Est-ce que c'est comme ça que le marché a compris Jérôme Powell cette semaine? Est-ce que c'est le message qu'il voulait faire passer ou est-ce qu'il a raté quelque chose dans sa communication? Alors, pour être tout à fait exact, Powell a dit deux choses. Il a effectivement annoncé que la remontée des taux est plutôt un bon signal dans la confiance de l'économie. Il a également dit que la Fed, la Banque centrale américaine, resterait hyper accommodante pour une durée qui est très longue, ne remonterait pas ses taux avant 2024, donnerait un signal bien en avance avant chaque remontée de taux et qui se focalisait, même si l'inflation se matérialiserait dans les mois à venir, elle ne serait que transitoire parce qu'il y a encore beaucoup de chômage aux États-Unis, il y a beaucoup de capacités de production qui ne sont pas utilisées, il y a des gens qui sont sortis du marché du travail et pour lui, la priorité aujourd'hui, c'est cette partie-là. Néanmoins, ce que nous avons retenu et ce que les marchés financiers ont retenu, c'est que la hausse des taux est devant nous, la normalisation est devant nous, et cette hausse des taux a continué de se faire. Ce qui est embêtant spécifiquement, ce qui peut poser problème, c'est la volatilité et surtout c'est l'amplitude avec laquelle ça s'est fait. Et si on regarde la séance spécifiquement d'hier, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux macroéconomiques ou fondamentaux qui peuvent expliquer cette hausse, que la hausse soit faite de façon aussi importante. Quand on regarde les détails, il y a des détails d'ordre technique. Il y a eu une émission des emprunts d'État à 7 ans qui s'est relativement pas bien passé. En général, pour $1 d'émis, on a $2,35 de demandés. Là, il n'y a eu que $2 de demandés. Ça reste quand même la demande est le double de l'offre, mais c'est quelque chose qui a été très mal perçu par les opérateurs de marché et ça a déclenché un mouvement de vente en cascade qui a montré des mouvements sur la journée qui étaient extrêmement élevés. Ouais. Qui n'était pas là pour acheter de la dette américaine, enfin, on le sait, là, qui manquait à l'appel par rapport aux acheteurs habituels. On a une idée de ça ou pas, Zacharia? Alors, si on regarde dans le détail le mouvement, on voit qu'il se concentre vraiment sur le segment des 5 ans. Il y a eu une hausse des taux. C'est le taux à 5 ans américain qui a le plus souffert hier, enfin qui a le plus remonté hier. Exactement. Dans la séance, il est monté d'une vingtaine de points de base, là où par exemple le taux 30 ans, on pourrait quand on pense qu'il y a une anticipation des hausses des taux, les taux longs montent beaucoup plus en général que les taux courts. Là, ce qu'on a vu hier, c'est que les taux courts, donc le taux à 5 ans est monté d'une vingtaine de points de base, donc 0,2%, là où le taux long montait de 0,03 à 0,05. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en pratique? C'est que le consensus aujourd'hui est quand même à la remontée de taux, à ce qu'on appelle ce fameux trade de réflation, c'est que les choses vont se normaliser. On n'a pas exactement une idée du calendrier, mais on a un horizon. Et donc, la plupart des opérateurs sont positionnés pour cette hausse des taux. Une façon de le faire, c'est d'acheter des obligations qui sont plus courtes, donc par exemple sur le 5 ans, et de vendre des obligations sur le 30 ans. Ça nous prémunit de ce mouvement de hausse des taux. Hier, le fait que cette émission soit mal passée et que les taux 5 ans ont monté, ont déclenché des ventes forcées pour des opérateurs qui arrivent à leur niveau maximal de perte. Et c'est ça qui a fait un effet boule de neige et qui a expliqué vraiment ces hausses de taux vraiment très fortes constatées hier. Et la baisse des actions en parallèle, on peut imaginer aussi que c'est en partant des taux, il a fallu aussi peut-être abaisser un peu l'exposition au risque qu'on pouvait avoir sur des marchés actions, par exemple. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup, il y a différentes façons de l'expliquer. Il y a déjà cette corrélation, ce lien vraiment statistique, j'allais dire, entre le marché de taux et le marché actions. Il y a aussi certaines actions le calcul d'une valeur intrinsèque d'action, c'est l'actualisation des dividendes. Donc, si le taux d'intérêt monte, naturellement, la valeur intrinsèque de l'entreprise baisse. Il y a aussi certains secteurs qui sont beaucoup plus sensibles à cette hausse des taux. Et ça explique, par exemple, que les secteurs qu'on appelle défensifs ont souffert plus dans la baisse d'hier.
Gustavo, qu'est-ce que vous retenez de cette petite crise de marché? Évidemment, on regarde ça un peu au microscope, au jour le jour, mais c'est vrai que la séance d'hier a fait assez mal avec ce mini crack obligataire, la baisse des actions en même temps, donc tout baisse. C'est déjà compliqué pour les gérants qui essayent généralement de se couvrir avec le marché de taux versus le marché action. Et puis le niveau du taux 10 ans américain à 50 aujourd'hui. Est-ce que c'est une hérésie que le 10 ans américain soit à 1,50 ? Est-ce qu'il pourrait être à 2 demain sans que ce soit un problème pour l'économie américaine ? Comment vous regardez la situation de marché aujourd'hui, Gustavo ? Je crois que sur le niveau des taux, c'est pas scandaleux des taux à 1,50, effectivement, étant donné le scénario économique, les vaccinations, enfin tout ce qu'on sait, et tout ce qui est se traduit dans l'optimisme des investisseurs, le plan de relance, etc. Donc tout ça explique la hausse des taux, et en soi, 1,50 n'est pas scandaleux, et un peu au-dessus non plus. La question, c'est la vitesse, évidemment, qui crée de l'émotion sur les marchés. Je crois que la liaison entre le marché obligataire et le marché action, en tout cas entre les taux d'intérêt et les actions, c'est pas un truc linéaire, c'est assez compliqué en réalité. Puisque s'il n'y avait qu'un effet direct, les actions devraient être beaucoup plus chères qu'elles le sont aujourd'hui en réalité. Donc, on les trouve déjà assez chères, imaginez. Parce que si vous actualisez avec des taux négatifs, vous vous rendez compte de la valeur des actions. Donc, ça n'a pas donc en fait, c'est une liaison plus compliquée, plus contextuelle, qui dépend du narratif aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt de l'émotion qu'il y a sur les marchés. Et d'ailleurs, la séance d'aujourd'hui corrige un peu celle d'hier, parce que ce sont les valeurs de croissance de Nasdaq qui remontent pendant que les valeurs réflation, les matières premières et autres baissent. Donc bon, ça, un jour avec, un jour sans, c'est la nature des marchés, elle est toujours comme ça. Sur les marchés obligataires aussi, quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les corrections sur le marché obligataire sont souvent beaucoup plus courtes et rapides que sur le marché action. Il y a une asymétrie sur les obligations. Ce que vous pouvez gagner, c'est des taux d'intérêt, enfin les rendements, c'est pas forcément, surtout en ce moment, pas grand-chose. Et ce que vous pouvez perdre, c'est beaucoup plus fort. Donc il y a des comportements un peu comme des options qui tout d'un coup corrigent assez violemment sur des périodes très courtes et après se calment un peu. Donc on peut imaginer ce type de scénario. Du côté de la Fed, là également, je pense Powell a fait à peu près ce qu'il devait faire. Je crois qu'il me semble que le mieux pour une banque centrale, c'est d'être un phare qui ne bouge pas dans tous les sens, qui donne une direction et la maintenir. S'il y a des questions de liquidité, ils ont prouvé, notamment l'année dernière, qu'ils pouvaient intervenir. S'il y avait vraiment des problèmes spécifiques d'assèchement de liquidité, ils l'ont déjà fait plusieurs fois, sur le marché du repo ou autre. Bon, ils ne l'ont pas fait pour l'instant, parce que ça ne semble pas être nécessaire. C'est une correction légèrement désordonnée, mais ce n'est pas encore suffisamment désordonné pour que la Fed intervienne directement. Donc peut-être quelques ajustements de langage, pourquoi pas, pour réaffirmer le message de la Fed, de patience, etc., de ne pas se concentrer effectivement sur les chiffres d'inflation qui vont accélérer mécaniquement par effet de base, mais se concentrer sur le chômage, sur des choses qui... Voilà, il y a beaucoup d'efforts encore à faire pour soutenir l'économie. Donc ça va, je pense, essayer de calmer un petit peu le marché obligataire. Ceci étant, la direction, elle est logique à une poursuite de la pontification. Après, il y a ce qui a été évoqué, je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il y a une différence entre une hausse des taux qui vient des anticipations d'inflation, des break-even qui se tendent, et c'était le cas jusqu'à il y a encore quelques jours, et en revanche une hausse des taux d'intérêt réels qui là donne l'impression qu'effectivement on reprice, donc le marché dit non, la Fed va remonter ses taux plus vite que ce qu'elle disait jusque-là. Bon, un tout petit peu de repricing, pourquoi pas. Il ne faut pas que ça aille trop loin. Sinon, c'est vrai qu'il y a un problème effectivement de communication au marché de la politique monétaire. Bon, mais est-ce qu'il y a un chemin quand même pour se dire qu'au-delà des effets transitoires, on aura peut-être demain un régime d'inflation un peu plus élevé que ce qu'on a eu précédemment, si c'est ça l'idée qui sous-tend les mouvements de remontée des taux réels, comme vous dites? Je crois que c'est souhaitable. Les banques centrales veulent des taux d'inflation plus élevés. Et le problème qu'on a depuis plusieurs années maintenant, c'est justement des taux d'inflation trop bas et qui posent des problèmes de politique monétaire, puisque très rapidement, on se retrouve avec des taux zéro, des taux au plancher, ce qui oblige à faire des politiques plus ou moins inhabituelles, de quantitative easing, etc. Donc cette question des taux d'intérêt plancher vient du fait que l'inflation est trop basse précisément. Donc il voudrait l'élever un petit peu, mais pas évidemment perdre le contrôle, mais l'élever un petit peu. Mais c'est quelque chose qui est difficile. Et l'historique qu'on a sur l'inflation nous fait douter. Il ne faut pas oublier qu'en 2019, avec un taux de chômage au plus bas aux États-Unis, on avait à peine un petit peu d'inflation. On n'était pas encore à la cible, malgré des taux de chômage ultra bas. 3,5%, donc, c'est ça, exactement. Donc il n'y en avait pas d'inflation. Donc avec cet historique, il faut imaginer à la place de la Fed, ils se disent quel niveau de chômage, quel niveau d'activité il faut pour qu'il y ait en fait de l'inflation durablement. Je ne parle pas des effets de base qu'il va y avoir, évidemment, mais durablement une tendance à une inflation autour des 2% aux États-Unis. Donc tout ça crée cette
cet environnement, effectivement, où on comprend ce que veut faire la Fed, mais le marché, lui, il est beaucoup plus volatile. Le problème, je crois, aujourd'hui, et ce qui pose difficulté, mais ça a été évoqué, c'est l'exceptionnalisme américain. C'est que ce qui se passe est quand même ça c'est aux États-Unis, pas ailleurs, et notamment du point de vue budgétaire. Évidemment, le push budgétaire américain est beaucoup plus fort que ce qu'on retrouve partout dans le monde, et notamment en Europe. Et donc c'est cette différence qui en plus gêne un tout petit peu et fait notamment que le dollar, alors que tout le monde avait effectivement l'idée que le dollar allait baisser, et bien non, le dollar se maintient et est plutôt en train de s'apprécier. Effectivement, le dollar remonte fortement aujourd'hui. On dira un mot évidemment des réactions des autres banques centrales. Ça a été un mouvement qui a agité la sphère mondiale des grandes banques centrales. Vos commentaires, Stéphane Barbier de la Serre, sur cette séance d'hier, qui est effectivement on va dire le point d'orgue de cette semaine. Est-ce que Jérôme Powell a raté quelque chose dans sa communication, selon vous, Stéphane, ou est-ce que la Fed, finalement, est peut-être beaucoup plus confortable que ce qu'on imagine, beaucoup plus tolérante que ce qu'on imagine, avec la vitesse de remontée des taux aux États-Unis aujourd'hui? Alors, vous savez, Grégoire, le tigre de l'inflation s'est réveillé. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est pas moi qui le dis. C'est un banquier central. C'est en fait le chef économiste de la Banque d'Angleterre, Andy Haldane. Et vous voyez les écarts, j'ai envie de dire presque les schismes culturels qu'il peut y avoir entre les différentes banques centrales. Quoi qu'il en soit, je crois que Zakaria évoquait en filigrane et de manière tout à fait pertinente ce retour des fameux bond vigilance dont on parlait dans les années 80, 70, vous savez, ces investisseurs qui sont un peu la garde prétorienne de l'inflation, qui sont les gardiens du temple, les dernières vestales de l'orthodoxie monétaro-financière. Je crois que les marchés, à un moment donné, ne peuvent pas être, si vous voulez, dans une forme d'incohérence. On ne peut pas à la fois dire qu'on veut plus d'inflation et que les taux doivent rester à zéro. Hein. Donc, moi, je pense que Jérôme Powell n'a pas fait une erreur d'appréciation. Je pense que ses commentaires étaient tout à fait volontaires. C'est une prise de risque naturellement. Mais je pense que beaucoup de gens sur les marchés comprennent ses propos, se disent que si la Fed pense qu'une remontée des taux ne sera pas préjudiciable à la future reprise économique, je pense que c'est un vrai signal de confiance. Alors, naturellement, en Europe, on a des cultures, disons, plus sécuritaires, si vous me permettez, ou plus bureaucratiques, pour ne pas dire totalitaires dans les politiques monétaires. Donc on voit effectivement qu'il y a un vent de panique qui souffle parmi les cercles élevés, les hiérarques de la BCE. Mais vous voyez, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas rester dans une forme d'incohérence. Soit on a effectivement de la croissance et à ce moment-là, cela justifiera des niveaux de taux réels notamment plus élevés, soit on n'en a pas vraiment. Et selon moi, c'est un signal, qui serait pire que la peste en réalité. Donc on est dans une phase qui est compliquée, qui dit aux taux dit remise en cause des primes de risque. Je vous rappelle, et pour donner un petit peu de recul, effectivement, il y a quelque chose de très important qui s'est passé hier, c'est qu'on a vu pour la première fois depuis un an les taux obligataires américains longs flirter avec des niveaux équivalents au rendement du dividende du S&P, qui est aux alentours de 1,5. Oui. Mais il ne faut pas oublier, Grégoire, qu'à l'été 2018, ce spread, ce différentiel était positif de 150 points de base. Ce qui vous dit quoi? Ce qui vous dit que si vous avez un rendement du dividende du S&P 500 qui est à 1,50, mettons, toutes choses égales par ailleurs, il ne serait pas impossible, je dis bien il ne serait pas impossible, même si ce n'est pas mon scénario, de voir des taux disons américains à 3%. Alors imaginez, c'est ça, effectivement, on serait dans le nouveau paradigme. Moi, je ne crois pas qu'on soit encore dans un nouveau paradigme. Ce qu'on a vu hier, c'est une capitulation des dernières forces, on va dire, baissières sur les taux, non haussières, qui a été catalysée par des éléments techniques. Moi, j'étais dans les écrans quand c'est arrivé cette histoire de l'adjudication. J'étais extrêmement frappé. Ça m'a rappelé GameStop. Vous voyez, il y a un élément, il y a eu une hausse. C'est comme on parle du marché le plus liquide au monde, les T-notes américains. Et là, vous avez eu une espèce de vaporisation du marché
on va aller à 1,45, on est passé à 1,61 avant de redescendre. Et vous voyez, on voit très bien qu'il y a une logique qui est entretenue par des phénomènes optionnels, gamma et sin. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un peu arcane, si vous voulez. Mais voilà, donc je pense que ce qu'on a, c'est plus une capitulation des dernières forces bearish, ou plutôt bullish sur les taux, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Plutôt qu'un réel gain Et si donc c'est la capitulation des derniers investisseurs qui pensaient que les taux ne remonteraient jamais, Stéphane, est-ce que la situation est désormais amenée à se calmer? Est-ce qu'il faudrait que la Fed quand même reprenne un peu le contrôle des choses? Les derniers speakers post-audition de Powell sont tous allés dans le même sens que le patron de la Fed, en disant que la remontée des taux reflète la confiance qu'on peut avoir dans les perspectives économiques aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à un shift de communication de la Fed pour rattraper les choses, ou est-ce que non, là, ça y est, la situation est déjà stabilisée selon vous? Je ne crois pas. Je crois que là encore, Jérôme Powell a fait les choses tout à fait sciemment. C'est une prise de risque calculée. Et là encore, les propos de la Banque d'Angleterre m'amènent à penser que ce scénario est le bon. Naturellement, la BCE a une vision différente, mais ça a toujours été le cas. Moi, je crois, si vous voulez, que d'un point de vue strictement technique, il est probable que la hausse des taux longs va continuer, mais à un rythme, je dirais, plus de sénateurs. On va pas avoir. Je crois que les banques centrales vont essayer de contrôler. On parle de yield curve control, vous savez, elles vont essayer de garder une forme de contrôle sur cet aspect-là, la pente des taux. On a atteint des niveaux de 130 points de base sur la courbe américaine, le spread entre le 2 ans et le 10 ans, qui était mon objectif d'ailleurs depuis longtemps, alors qu'on valait 40 points de base il y a encore 3 mois. Et petit à petit, on va voir ces mouvements se diffuser. C'est très bon, notez bien, pour les bancaires, pour les financières, pour tout le value en général. Et c'est aussi, je pense, ce que cherchent à faire les banques centrales, en tout cas la Fed, c'est à réinjecter de l'argent dans la transformation bancaire et donc dans l'économie réelle indirectement, même si ça aura naturellement un impact sur les secteurs les plus endettés, les gros PE, et on l'a très bien vu sur le Nasdaq. Donc je crois qu'il faut rester prudent sur tout ce qui est sensible au taux et continuer à regarder avec les yeux de Chimène pour Rodrigue les valeurs qui bénéficient de ce mouvement de pontification. Bon, le trade reflationniste, le trade de réouverture est en place avec quelques secousses. Hier, ça est allé très très vite. Ça n'a pas profité au marché action. Aujourd'hui, on corrige un petit peu le mouvement. Vous le disiez, Gustavo, c'est vrai qu'on reprend du coup les bonnes vieilles méthodes avec le Nasdaq qui rassure. Qu'est-ce qui peut se passer désormais sur le marché obligataire, Zakaria, selon vous? Est-ce que la communication de la Fed a été suffisante à ce stade? Est-ce qu'il va falloir peut-être revenir faire un peu de damage control aux États-Unis? Il faut attendre le prochain épisode. C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire en termes de communication. Ce qu'il faut éviter, je pense on est tous d'accord là-dessus, c'est cette volatilité et cette amplitude de mouvement qui n'est vraiment pas souhaitable pour les investisseurs parce que c'est dommageable pour l'économie. À quoi il faudrait s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochaines communications, que ce soit d'ailleurs de la Fed ou de toutes les banques centrales, c'est d'essayer de marquer justement marquer le ton encore plus sur le fait qu'ils regardent en fait la courbe des taux et qu'ils sont sensibles et qui pourraient potentiellement agir là-dessus. Je pense vraiment que ce qui est en jeu, c'est la crédibilité. C'est vrai que quand la Fed voulait sortir de son programme de relance de 2008, ça lui a pris... elle n'a jamais même vraiment sorti de ce programme. C'était très difficile. Ça a créé le choc de 2013. Il y a eu le choc sur le bond en 2015 aussi. Il serait tentant pour la Fed de dire, bon voilà, le marché reprice, je me mets dans le mouvement. Mais ça pose un problème de crédibilité à long terme. Je vous rappelle à titre d'exemple que l'année dernière, quand la Fed a annoncé son programme d'achat de la dette corporate, de la dette d'entreprise, ils n'avaient ni l'infrastructure, ils n'avaient rien du tout de prévu. Et pourtant, le marché a repricé. Ils ont commencé à acheter 3 mois plus tard, 2 à 3 mois plus tard. Ils sont passés par des gestionnaires d'actifs pour implémenter leur programme d'achat. Mais c'est juste la crédibilité de la Banque centrale qui était suffisante pour asseoir tout cela. Et c'est un des outils les plus importants de la Banque centrale, au-delà de l'achat effectif et au-delà de ces outils de taux directeurs. Et donc,
mon sentiment, c'est qu'on va avoir de plus en plus de communication qui va plutôt dans le sens de dire OK, on est confortable avec un repricing qui vient de l'inflation, on est encore avec un peu de repricing qui est sur les taux réels, mais on ne veut pas un dérapage, on ne veut pas perdre le contrôle sur la courbe de taux. Ils vont devoir être de plus en plus précis, ils vont nous donner un objectif pour le 10 ans et le 30 ans américain à pas dépasser. Je ne pense pas que ce sera aussi précis que cela, parce que là, ça veut dire qu'il se lie les mains. Les mains. Et on a deux expériences là-dessus. Et les Japonais qui ont plutôt réussi. Et il y a les Australiens qui ont tout le mal du monde, surtout ces derniers temps, à maintenir un objectif de taux qu'ils avaient annoncé, c'est aux 3 ans, qui est de 0,10. Et ils ont extrêmement du mal. Ils sont obligés d'intervenir massivement sur le marché. Ils jouent leur crédibilité, clairement, il faut le dire. Ils jouent leur crédibilité sur ce genre d'approche. Donc je ne pense pas que les autres grandes banques centrales s'inscriront également dans ce schéma de dire je veux le 10 ans à 1,50 ou je veux mon bond à tel niveau. Si on regarde plus spécifiquement la zone euro, le sujet c'est plutôt un sujet plutôt d'intégration européenne. Le fait que les spreads des pays qui ont une situation fiscale plus difficile, que ces spreads-là ne soient pas attaqués. On a vu que récemment il y a eu juste quelques mouvements, mais vraiment très faibles. Et même dans la hausse des taux, on aurait pu s'attendre dans un mouvement où le marché du crédit corrige, où le marché action corrige, que justement ces types d'obligations, par exemple l'Italie, Grèce, d'autres, soient attaqués. Et ça n'a été pas du tout le cas. Et là, on pense que la BCE fait le job via son programme d'achat d'actifs. Ouais. Bon, sur ce qu'on peut attendre de la communication des banques centrales, Gustavo, est-ce qu'elles ont intérêt, est-ce que Powell a intérêt à sortir encore plus du bois? C'est vrai qu'il reste assez vague aussi sur les objectifs qu'il se fixe. Il dit qu'il faut qu'il y ait des améliorations substantielles, encore significatives devant nous pour commencer à envisager de débuter peut-être une réduction des programmes d'achat d'actifs. Mais une fois qu'il a dit ça, il n'a rien dit. En tout cas, nous, on ne sait pas ce qu'il entend précisément comme type d'objectif à atteindre de ce point de vue-là. Est-ce que c'est juste le mouvement de reprise de l'économie qu'on attend sur le 2e, 3e trimestre? Est-ce que c'est beaucoup plus encore? Je crois que personne ne sait exactement. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les anticipations de croissance aux États-Unis sont en train d'être révisées à la hausse continuellement. C'est un des pays qui est le plus révisé à la hausse. Donc aujourd'hui, on est autour des 5% de croissance anticipée. Mais les grandes banques américaines sont tous au-dessus de 6. Je crois que Goldman Sachs est à 6,8 sur cette année, sur 2021. Donc vous voyez la croissance à la chinoise. C'est exactement, la croissance à la chinoise. Après une baisse l'année dernière, qui est certes forte, mais qui n'est même pas aussi forte qu'en Europe. Donc il y a vraiment beaucoup d'économistes sont complètement abasourdis par les chiffres qui sortent de leur propre modèle. Donc on va voir comment ça va sortir, mais clairement, on va avoir des chiffres probablement très forts. Et ça, c'est vrai que ça force le respect sur le marché obligataire. Et du côté de la Fed, encore une fois, je pense que si les taux sont à 1,5 ou 1,75 sur le 10 ans, c'est pas un truc complètement dingue, c'est pas un chiffre qui est hors de contrôle. 90 avant la crise pandémique. Bon, voilà, donc c'est pas un énorme problème. Le problème, c'est effectivement la vitesse, et que le marché obligataire fonctionne correctement, parce qu'encore une fois, l'année dernière, le marché obligataire américain a prouvé qu'il fonctionnait pas toujours aussi bien que ça, et qu'il fallait parfois l'aider. Donc la Fed doit montrer qu'elle est là, mais en même temps, je pense qu'elle doit laisser aussi, effectivement, les marchés trouver son équilibre tout seul. Je ne pense pas qu'il y ait un malentendu, je me trompe peut-être, c'est mon point de vue en tout cas, qu'il y a un énorme malentendu entre la Fed et les marchés financiers. Après, les marchés, il faut respecter leur volatilité, leur repricing, c'est assez violent, c'est comme ça, on est tous gérants aussi depuis suffisamment longtemps, on sait qu'il faut être modeste face à ces mouvements. On n'a pas vu encore de rétro-pédalage du côté de la Fed. Pour l'instant, voilà, ils doivent regarder quand même comment les choses se mettent en place, comment la poussière retombe, et on verra s'il est nécessaire peut-être de réajuster la communication. Le cycle des réunions de banque centrale va reprendre, pas la semaine prochaine, mais ça doit repartir après la suivante, c'est ça, BCE, Fed, les réunions traditionnelles de politique monétaire vont reprendre. Sur la Banque centrale européenne, comment vous comprenez effectivement, parce que finalement la première à réagir, ça a été Christine Lagarde dès lundi, en disant voilà, on regarde nous le niveau des taux longs, notamment en Europe, parce que l'histoire est complètement différente. On ne peut pas dire que le 10 ans français à 0, par exemple, aujourd'hui, soit le reflet de la confiance qu'on peut avoir dans les perspectives économiques de la France ou de la zone euro dans son ensemble.
Non, effectivement, la contamination qu'il y a de la partie longue américaine à la partie longue du reste du monde, et notamment en Europe, est habituelle. Ce co-mouvement existe toujours. Mais bon, en ce moment, c'est vrai que ça tombe assez mal pour la BCE qui n'a du mal ne serait-ce que les anticipations d'inflation atteignent difficilement ce qu'elle veut. Donc c'est un mouvement qui ne va pas dans le bon sens. Et donc j'imagine bien les coups de fil des gérants à Philippe Lane et de Philippe Lane à Christine Lagarde et vice-versa pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Donc là, il y a effectivement un peu plus de panique. Et notamment, normalement, qu'est-ce qui devrait se passer ? On imagine le taux de change, l'euro s'effondre. Ouais. Enfin, si la parité taux d'intérêt avait un sens, on aurait l'euro qui... Alors, c'est pas non plus ce qui s'est passé. Bon, c'est volatile, mais c'est pas... Du coup, on se laisse dans une impression assez bizarre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça veut dire qu'effectivement, le monde va mieux et l'Europe avec ? Oui, encore une fois, le point important pour l'Europe, c'est que le problème budgétaire européen est beaucoup moins puissant, c'est clair. En revanche, la réouverture de l'économie post-Covid sera beaucoup plus bénéfique pour l'Europe que pour d'autres pays dans le monde et même probablement les États-Unis. Donc, pourquoi, Gustavo ? Parce que l'Europe a beaucoup plus souffert du Covid. Les services, notamment l'Europe du Sud, parce que l'Allemagne ou l'Europe du Nord est dans une situation un peu différente, mais quand on prend la France, l'Italie, l'Espagne, ils ont énormément souffert parce que la partie service, la partie tourisme, tout ça est un poids très important dans l'économie, dans le PIB. Et donc, je pense que la réouverture réelle de l'économie va avoir un impact beaucoup plus fort. Donc, le retard dans les vaccins, tout ça fait que cet écart entre l'Europe et les États-Unis remonte tout d'un coup. Logiquement, dans les prochains mois, ça devrait s'inverser. L'accélération de la vaccination en Europe et la réouverture effective de l'économie, ça rassure un peu. Et donc, à ce moment-là, peut-être que les taux européens pourront remonter plus tranquillement. Mais pour le moment, on est juste dans une phase un peu intermédiaire où on n'y voit pas encore très clair. Et donc, la remontée des taux en Europe est un peu à contre-temps du point de vue de la BCE. Et donc, sur le plan boursier, vous attendez toujours à un moment qu'il y ait une traduction d'une surperformance de l'Europe boursière versus les États-Unis, beaucoup plus croissance, l'Europe beaucoup plus value. Ça, c'est toujours un investissement qui est devant nous encore, Gustavo, qui ne s'est pas encore pleinement exprimé, mais qui est encore devant nous. Oui, je crois que c'est un effet de structure, comme souvent. C'est essentiellement à cause de la structure industrielle, les types d'entreprises qu'il y a dans les indices. Et bon, effectivement, l'Europe va plus bénéficier de cette réouverture, là où les États-Unis ont une structure évidemment de croissance plus chère, et donc bénéficie moins de cette réouverture. Donc oui, on pense que l'Europe peut effectivement surperformer. D'ailleurs, dans les dernières séances, on a l'impression que l'Europe s'en sort mieux finalement, avec, pour une fois, les gérants européens. Je crois que même sur le mois de février, effectivement, avec le petit crash d'hier à Wall Street, je crois que l'Europe, oui, effectivement, les grands indices européens s'en sortent mieux sur le mois de février que les indices américains. Donc voilà, hurrah, parce que ça fait longtemps que... Un mois. Mais bon, voilà, ce type de rotation vient de la différence de structure industrielle des indices. Et ça peut s'expliquer par l'idée que la réouverture est quand même devant nous, avec quelques doutes, et c'est ce flottement dans lequel on est juste aujourd'hui. Bon, sur la problématique pour la Banque Centrale Européenne, Zacharia, c'est vrai qu'ils ont été nombreux à intervenir, Christine Lagarde, Isabelle Schnabel, Philippe Lane, ils surveillent, quoi. Oui, parce que pour l'Europe, il y a deux sujets, effectivement, comme Gustavo l'a souligné, sur l'inflation. On n'y est pas du tout, mais vraiment pas du tout. Les anticipations d'inflation sont autour de 1,1, là où on devrait être plus proche de 2. Et malgré tous les efforts, c'est pas uniquement lié à la crise du Covid. Même avant, on n'y était pas. Donc on a énormément de mal à arriver à cet objectif d'inflation. Ça d'une part. Et le second point, c'est, comme je soulignais, c'est qu'on a certains pays au sein de la zone dont la situation fiscale est difficile. Et donc, il serait souhaitable qu'il y ait un peu d'inflation et des taux nominaux pas trop élevés pour que leur situation ne soit pas trop catastrophée. Donc, il est normal que, d'un point de vue européen, en tout cas de la zone euro, qu'on ait des communications qui vont dans ce sens-là. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que aux États-Unis, les taux montent parce que, par exemple, jusqu'à présent, toute la politique monétaire, jusqu'aux dernières minutes de la Banque centrale, le plan de relance américain n'était pas pris en compte, c'était pas dans les hypothèses. On s'est dit, peut-être que ça prendra du temps, je ne sais pas quel est le raisonnement derrière, mais c'était plus dans l'hypothèse et c'était pas pris en compte pour fixer la politique monétaire. Donc on peut se dire qu'il peut y avoir peut-être un changement. Alors qu'en Europe, la situation fiscale, on la connaît très bien, la relance fiscale, elle est ce qu'elle est, elle est faible. Donc
on espère qu'il y a quelque chose, mais l'Europe avance toujours dans la douleur. Malheureusement, on voit qu'il y a eu les votes pour les plans de relance, il y a eu le programme sûr, il y a des choses qui se font, qui se mettent en place dans la durée, mais qui restent modestes en comparaison. Donc il n'y a pas de raison pour que les taux longs dans la zone euro montent. Quand on regarde le programme d'achat de la BCE, ils achètent quasiment tout le déficit sur toutes les émissions sur 2021, ce qui va absolument pas être le cas aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et donc ça, il y a une dichotomie entre les deux. Ouais. Bon, qu'on ait une situation quand même en Europe qui est plutôt maîtrisée, de ce point de vue-là. Quand on a autant de visibilité sur le programme d'achat de la BCE et ce qu'elle va acheter en termes de montant d'émissions, normalement, c'est plutôt sécurisé. Et c'est pour ça que je souligne le point de la crédibilité, parce qu'au final, quand on regarde, on a une indication de l'enveloppe. On a un chiffre aujourd'hui, on a une échéance qui est mars 2022, on a surtout des communications de type s'il en faut plus, on en fera plus, s'il en faut moins, on en fera moins. Et nous sommes très confortables en tant qu'investisseurs, très confortables avec ça, parce qu'on se dit, la Banque centrale, s'il y a un dérapage dans un sens ou dans l'autre, il y aura adaptation. Donc ce capital crédibilité est vraiment très important à garder pour la Banque centrale. Stéphane Barbier de la Serre, on approche de la fin de l'émission, mais pour reprendre peut-être un peu l'idée de ce trade reflationniste que vous défendez toujours, encore aujourd'hui, Stéphane, est-ce qu'on peut préciser un peu les choses ? Est-ce qu'il y a matière à jouer du relatif entre l'Europe et les États-Unis ? Est-ce que c'est beaucoup plus global que ça, selon vous ? Vous citiez les financières, toute la partie énergétique aussi. C'est vrai qu'on voit le mouvement très puissant sur les matières premières, au point que certains parlent aujourd'hui d'un début de super cycle, peut-être pour les matières premières. Tous ces trades-là, tous ces tendances-là restent en place, selon vous, Stéphane ? Alors, je voudrais d'abord rebondir sur quelque chose qu'a dit Gustavo et qui me paraît extrêmement pertinent, c'est l'effet de base qu'on peut attendre sur la croissance européenne, qui sera assez puissant, et particulièrement en Europe du Sud. Je crois qu'on aura des bonnes surprises de ce côté-là. Donc ça permettra à la BCE probablement de mettre un peu d'eau dans son vin, on va dire paniqué. Par ailleurs, moi quand je regarde, si vous essayez de lire entre les lignes ce qu'écrit, ce que dit Jérôme Powell, moi, ce que je comprends, c'est que les Américains, la Fed ne relèvera pas ses taux d'intervention, là encore par opposition au taux de marché, tant qu'on ne verra pas plus ou moins 3% sur l'inflation. C'est ça, et ça, si vous voulez, c'est un vrai game changer depuis la fin de l'année dernière. Et si le marché s'accorde à penser que les États-Unis sont crédibles dans cet objectif de 3% d'inflation, je vous rappelle que pour l'instant, on est à 2,2, 2,1 d'anticipé sur l'inflation break-even 10 ans, donc c'est tout à fait possible qu'on aille vers les 3%. Je serais curieux de voir ce que voudront à ce moment-là, si le marché commence à croire à un scénario d'inflation au-delà des 2%, ce que voudront les taux longs américains, et à mon avis, ils tendront vers les anticipations d'inflation. Donc moi, je suis convaincu que le 10 ans américain va tendre vers les 3% en tendance. Il le fera de manière contrôlée, progressive. Vous voyez, c'est pas question d'instiller les moindres éléments d'inquiétude ou de panique sur les marchés, et ça la Fed saura très bien faire, ou les autres banques centrales. Et donc, naturellement, si vous dites qu'il y a les spreads, il y a les arbitrages, mais je reconnais que c'est une position assez forte, une position de conviction, que les taux 10 ans américains vont aller à 3%, je serais curieux de voir ce que voudront les taux français ou les taux allemands. Ils seront nécessairement beaucoup plus hauts. Alors, naturellement, ils remonteront peut-être moins vite, mais là encore, on a, je pense, un réservoir de croissance très important, notamment en Europe du Sud. Et je vous rappelle que les marchés européens, notamment dans le Sud, sont gorgés de valeurs bancaires qui bénéficieraient d'un tel trend. Donc, je pense qu'il faut vraiment regarder ces marchés avec une grande bienveillance. Et aujourd'hui, naturellement, on est à la ligne de partage des eaux. Très clairement, c'est ça. On est entre Caribes et là, un peu sur les taux. Mais je crois qu'on va revenir vers les alizés. Ou en tout cas, d'après ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que ce sera simple, mais il me semble, là encore, moi qui suis de Suisse, je vous parlais d'un truc dont les marchés ont moins parlé cette semaine, mais qui me paraît important, c'est le franc suisse. Personne n'a trop commenté le fait que le franc suisse baisse, oui, effectivement. Euro-franc suisse à plus de 1,10. Oui. On a vu un 11 hier.
Je peux vous dire, c'est-à-dire c'est à plus bas de 18 mois sur le franc suisse, je peux vous dire que c'est un sacré aveu de confiance des marchés à l'économie mondiale. Imaginez qu'il y avait du vrai stress sur les marchés, le franc suisse ne vaudrait pas 1,11 contre l'euro. Donc vous voyez, il y a ce climat risk-on, avec de la volatilité, avec ces espèces d'effets gamma hedging, GameStop, assez vicieux et assez dérangeants, je vous le concède. Mais je suis assez confiant sur le stand. Vous voyez, la politique, la position prise par Jerome Powell qui me paraît la plus pertinente. Un risque calculé, un risque maîtrisé. On vous perd un peu, Stéphane. Je suis obligé d'arrêter parce qu'on a du mal à vous entendre. La liaison n'est pas très très bonne. Et on va conclure. Gustavo, là, je rebondis sur ce que disait Stéphane. En tendance, on peut imaginer un 10 ans américain qui reviendrait vers les 3%. Pas tout de suite, j'imagine, qui parle peut-être pour 2022. On l'espère, c'est pas pour demain. Mais à un moment, quand même, pour l'allocataire, une question va se poser. Est-ce que j'ai pas intérêt à me remettre plus massivement peut-être sur de l'obligataire américain avec des rendements peut-être demain à plus de 2% sur le 10 ans? Oui, c'est-à-dire que le portefeuille diversifié avait un peu disparu. C'était plus, on avait les actions, obligations. Bon, on avait oublié les obligations, il n'y avait que des actions et du cash. C'était plus bon. À un moment, oui, les obligations peuvent redevenir une vraie diversification, un vrai hedge pour effectivement dans une logique un peu risk parity. Bon, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et donc, on attend toujours effectivement que ce repricing. À 3%, pourquoi pas? Mais on n'y est pas du tout. Et juste signaler quand même qu'au Royaume-Uni, il y a beaucoup plus, le break-even est beaucoup plus élevé et les taux réels beaucoup plus négatifs. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faudrait en reparler une autre fois. Mais il y a plein de configurations différentes sur les taux nominaux et leur partage entre les anticipations et les taux réels. Ils peuvent être beaucoup plus négatifs en fait. Sur les taux, pour finir là-dessus, Zachary, je ne sais pas, est-ce que déjà on avait des points d'entrée hier sur les taux, sur les marchés américains, par contagion sur les marchés européens? Est-ce que pour des investisseurs obligataires longs, c'est déjà des niveaux intéressants pour revenir? Alors il y a deux choses. Si on regarde le marché en zone euro, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont du mal en fait, à investir à des taux négatifs. Et donc, en fait, avec la baisse des taux, quasiment une grosse partie de l'univers, même crédit, affichait des taux négatifs. Donc, avec la hausse là, qu'on commence à voir, on commence à avoir des regains d'appétit de la part d'investisseurs qui gardaient leur cash à des taux très, très négatifs en dépôt, qui reviennent en fait sur ces classes d'actifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit même dans ce mouvement de hausse des taux, les segments sur la catégorie du crédit du high yield, du haut rendement, donc les émetteurs les moins bien notés, ont fortement résisté à la hausse. Parce que la hausse s'est accompagnée d'un regain de confiance vraiment dans ce trade réflationniste. Donc on a eu la hausse des taux d'intérêt, mais qui a été plus que compensée par les baisses des primes de risque. Donc il y a de l'intérêt là-dessus. Et je rejoins Gustavo sur la partie américaine. Effectivement, aujourd'hui, jusqu'à présent, on a du mal à réutiliser les taux américains comme couverture, comme diversification en cas de mouvement de marché. Ce qui explique par exemple pourquoi on voit des volatilités implicites, donc le coût des protections qui est encore beaucoup plus élevé que la volatilité réalisée sur les marchés. Donc avec cette hausse, on va les obligations d'État américaines récupèrent de plus en plus leur statut de coussin en cas d'actif de couverture. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant cette discussion de marché, Planète Marché, chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart avec Zachary Darwish, ce soir gérant taux et crédit chez CPR Asset Management, Gustavo Runstein, directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et par téléphone avec nous, Stéphane Barbier de la Serre qui nous accompagnait, stratégiste global macro chez Macor Capital Markets. Notre leçon de trading du vendredi soir, chaque vendredi soir, 19h15, rendez-vous avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est à mes côtés en plateau, le responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir Christian, bonsoir. Vous êtes au tableau devant votre paperboard qui vous attendait. Le thème ce soir, c'est comment investir sur le CAC 40. On va parler des produits qui permettent d'investir, mais un mot déjà du CAC qui n'est pas un produit d'investissement, qui est un
calcul. Comment est-ce qu'on calcule le CAC 40, Christian? Alors déjà, le CAC, ça veut dire cotation assistée en continu. Oui. Le CAC 40 lui-même a été créé, je crois, en juin 88 pour base 1000 en décembre 87. Parce qu'à l'époque, il y avait à la criée, il y avait des cotations, il y avait un coteur qui soulignait les cours. Et d'ailleurs, un négociateur, maintenant on appelle ça un trader, mais moi j'ai commencé CACman. CACman, c'est une personne qui est derrière un écran et qui doit acheter et vendre pour les clients. Alors le CAC 40, en fait, il est composé de 40 valeurs, d'accord. Donc on va prendre Air Liquide, on va prendre Airbus, blablabla, on va aller jusqu'à Vivendi et Worldline, d'accord. Pour faire le CAC 40, c'est pas compliqué, il suffit de prendre déjà le cours de la valeur. Donc on va prendre le cours de la valeur, donc on va prendre le cours d'Air Liquide, le cours de Airbus, blablabla, le cours de Vivendi et le cours de Worldline. Qu'on va multiplier par le flottant. D'accord? Alors, le flottant, c'est simplement la partie qu'il y a en bourse, d'accord? Et pour faire partie du CAC, il faut qu'il y ait minimum 20% de toute la capitalisation de la valeur en bourse, dans le flottant. Donc, K de Air Liquide, K de Airbus, blablabla, K de Vivendi et K de Worldline. Quand on multiplie le cours par le nombre de titres, en fait, le flottant, on obtient donc la capitalisation boursière par le flottant, d'accord? Ok, alors là, c'est le nombre de titres, hein. Nombre de titres. Donc la capitalisation de Air Liquide, la capitalisation d'Airbus, la capitalisation de Vivendi, la capitalisation de Worldline. On va faire la somme de toutes ces capitalisations, d'accord, de I égale à 1 à I égale 40, puisqu'il y a 40 valeurs, et on obtient ce qu'on appelle la capitalisation du CAC 40. Voilà. Pour créer notre indice, en fait, il faut le comparer à l'origine. Donc, il a commencé à 88, mais c'était base 1000 en 87. Donc, c'est la capitalisation initiale, mais bien sûr qui est pondérée par un certain coefficient, parce que tout simplement, ce n'est pas les mêmes valeurs qu'il y avait à l'époque qu'aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le CAC 40 cash. D'accord? Le CAC 40. Alors, tout à l'heure, vous parliez de pondération. En fait, si je prends la capitalisation d'Air Liquide divisée par la capitalisation totale, j'obtiens ce qu'on appelle le poids. Voilà. Le poids d'Air Liquide dans l'indice. Voilà. Le poids de la valeur, c'est la capitalisation, par exemple, divisée par la somme de toutes les capitalisations, etc. Donc ça, c'est mon CAC 40 cash qui, lui, cote toutes les 15 secondes. Voilà. De 9h à 17h30. Et il y a un fixing de clôture à 35. 17h35. Voilà. Donc ça, c'est notre indice. D'accord? Alors, le CAC 40, en fait, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le vendre. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il existe tout un tas de produits. Hein, alors, je reprends mon CAC 40. Cash. Je crois que Romain avait fait un webinaire. Romain avait fait une intervention ici, je crois, au mois de décembre. Le marché officiel, c'est le futur. Oui. Le CAC 40, c'est le calcul. Le futur, c'est le produit qui s'échange pour investir. Voilà, parce que le CAC, c'est simplement un indice. C'est comme on dit, j'ai envie d'acheter l'immobilier. On peut pas, on peut acheter un garage, une maison, voilà. Mais là, le CAC 40, c'est pareil, c'est un indice. Pourquoi cash? Parce qu'il est calculé à partir des 40 valeurs. Mais le marché officiel, d'ailleurs, sur toutes les places mondiales, pour le DAX, c'est pareil, c'est le futur. Sur le Standard & Poor's 500, c'est le futur. Sur le Nasdaq, c'est le futur. On ne peut pas acheter du Standard & Poor's 500 comme ça. Donc, pour le futur, c'est le marché officiel, c'est le CAC à terme, d'accord? Il cote de 8h à 22h. Et l'avantage du futur, c'est qu'on peut l'acheter et aussi, et voilà, le vendre à découvert pour profiter des mouvements baissiers. Ou aussi, il y a beaucoup d'institutionnels qui l'utilisent comme moyen de couverture. Bien sûr. Parce que ça permet de couvrir en portefeuille avec très peu de sommes monopolisées. Donc ça, c'est le marché officiel. Voilà. Alors ensuite, il y a d'autres marchés, notamment les ETF. ETF ou tracker. D'accord? Un ETF, c'est un fonds ou une SICAV. On ne peut pas vendre à découvert une SICAV. Donc du coup, il y aura des ETF haussiers, voilà, long, exactement, et des ETF à la vente, short. Voilà, ok. Et il y en aura même qui ont des leviers, 2 par exemple, d'accord, 2 fois la hausse, 2 fois la baisse. Donc on peut s'amuser sur l'indice avec ces fameux ETF. Ensuite, il y a des certificats.
D'ailleurs, ça fera peut-être l'objet d'un autre cours, la différence entre vraiment les deux produits. Les certificats, alors ça, c'est un marché de gré à gré, d'accord? C'est pas, alors que ça, c'est un marché officiel. Les CFD, par exemple, c'est ça, rentre dans cette catégorie Non, c'est autre chose. Ah, c'est encore autre chose, pardon. Mais oui, c'est encore autre chose. Alors, les certificats, c'est pareil, en fait, c'est de la dette. Les certificats sont des titres de créances négociables. Et donc, c'est pareil, il y aura des certificats haussiers. Alors, dans le jargon bancaire, ils appellent ça 100%. Ou des certificats baissiers, ils appellent ça 100% bear. Vous avez les boules, c'est haussier, bear, c'est les baissiers. Ouais. Et les certificats, là, c'est un peu plus dangereux parce qu'il y a des leviers qui peuvent aller jusqu'à 17. Oui. Effectivement. 17 fois la hausse, 17 fois la baisse. Et peut-être qu'un jour, je vous montrerai un petit peu le danger du fort levier. Parce qu'il faut savoir comment c'est calculé. Il y a plein de gens qui vont utiliser des produits, mais ils ne savent pas comment c'est calculé et comment on l'utilise. Vous parliez des CFD? Oui. C'est notre produit. Voilà, les CFD, Contract for Difference, qu'on peut acheter et vendre à découvert. D'accord? Voilà. D'ailleurs, des CFD, il y en a sur un peu tout, des matières premières, des cryptos, il y a tout ça, etc., des devises. Ouais. Et bien évidemment, les spécialités de Romain, le MONEP. Les options, c'est ça. Voilà. Le MONEP, alors ça c'est le marché officiel, marché des options négociables à Paris. C'est vraiment le marché officiel, d'accord? Et d'ailleurs, les calls, vous savez, c'est une option d'achat. Et le put, c'est une option de vente. Sur le marché officiel, on peut acheter et vendre à découvert des calls. Ouais, et des puts. On peut acheter et vendre à découvert des puts. L'acheteur, il paye une prime, il parie sur la hausse pour le call. Celui qui vend, lui, il parie que ça ne va pas bouger et il encaisse la prime. C'est comme votre assureur, vous payez une assurance et votre assureur encaisse la prime, il espère qu'il n'y aura pas de feu. De dégâts. Voilà. De mouvement. Alors, il y a autre chose encore, il y a des produits dérivés du MONEP, parce que ça, c'est vraiment le marché officiel, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment le marché officiel, mais il y a les varants. Oui. Donc les varants call, pareil, et les varants put. La différence des deux, c'est que les varants call et put, on peut les acheter et les revendre, mais on ne peut pas les vendre à découvert pour encaisser la prime, c'est impossible. Et il y en a un dernier, les turbos. Et voilà. Oui. Et voilà, les turbo call et les turbo put, qui sont également des produits dérivés du MONEP avec certaines caractéristiques qui manquent. Donc ça fera aussi peut-être l'objet d'un autre... J'allais dire, chaque produit mériterait une leçon à part entière, mais c'est bien, ça nous donne déjà un panorama complet. Voilà, donc je ferai peut-être une leçon sur la différence des deux ici et la différence de tous ces produits-là, parce que souvent les gens, ils confondent un petit peu les varants, les turbos, le MONEP, le call... S'il y a des produits différents, c'est bien qu'ils ont des caractéristiques différentes. Il va falloir qu'on conclue, mais c'est très bien parce qu'on a déjà le panorama. Est-ce que tous ces produits-là sont éligibles à des enveloppes type PEA? Il n'y a que les ETF. Que les ETF. Que les ETF sont éligibles au PEA. Donc un investisseur qui veut s'amuser ou protéger une partie de son PEA peut acheter des ETF, haussier pour faire la hausse, baissier pour protéger. Tout le reste, c'est du compte-titre ordinaire. Et CFD, c'est un compte à part. Bon, parfait, on a un panorama global. Je pense qu'on pourra revenir effectivement là sur des leçons plus précises avec vous sur la différence entre tous ces produits. Mais voilà, on a le calcul du CAC et la manière d'investir sur le CAC avec tous ces produits disponibles aujourd'hui. Merci beaucoup Christian. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, avec nous ce soir dans la leçon de trading. Ainsi se termine Smart Bourse. Très bon début de soirée, bon week-end. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.